Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio Courtoisie. Comme tous les samedis, c'est le libre journal des controverses, 10h30 midi. Le créneau est là. Je salue bien entendu mon prédécesseur Nicolas Stocker. Il était présent avec notre ami Laurent Arthur Duplessis de la géopolitique, comme toujours. Libre journal de géopolitique profonde. Mon prédécesseur, je les salue pour cette très belle émission. C'est le retour de Nini Vlam Virginie à la réalisation, la Steven Spielberg des réalisatrices, Nini Vlam ou Nini Glam. Pour moi, elle est plus glam que Vlam. Pour moi, t'es plus glam. Hein. Ma Nini, voilà. Donc je te salue, merci à toi d'être venu comme toutes les semaines. Et je salue bien entendu Jean-Loup, c'est un nouveau Jean-Loup. Jean-Loup, il a une très très belle écriture, je le sais, donc appelez-le, bombardez le standard. Vous pouvez aussi écrire par mail à Radio Courtoisie. Aujourd'hui, un sujet important avec Madame Manon Siratsek, avocate. Elle a écrit ce livre L'Empire invisible aux éditions Hors Cadre, au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Une longue enquête sur l'islamisme radical qui utilise visiblement des méthodes nouvelles, des méthodes invisibles, je dirais. C'est ça, cher Manon ? Des méthodes nouvelles, on va dire non. Pourquoi non ? Parce que Parce que ça fait 40 ans que ça dure, au moins. Donc, déjà depuis 40 ans. Au moins depuis 40 ans, depuis les années 88-90, à peu près. Après, ils arrivent petit à petit et ils intègrent l'ensemble de la société civile, l'ensemble de la société française, dans tous les secteurs. Alors évidemment, il y en a moins qu'il y a 40 ans, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. Non, je ne parle pas du phénomène, je parle du fait d'être un peu dans l'invisible. Parce que d'habitude, normalement, l'islamisme, on le voit, on en entend parler dans les cantines, par exemple, dans le sport. Et là, pour le coup, vous avez utilisé un angle que d'autres auteurs n'utilisent pas, c'est de dire, voilà, qu'ils rampent de manière sournoise, un peu comme dans les couloirs, si je puis dire. C'est tout à fait ça. C'est de manière feutrée, invisible, dans des secteurs d'activité divers. Et donc, on ne les voit pas venir, mais finalement, petit à petit, vraiment maillon par maillon, ils arrivent à, on ne va pas dire envahir l'espace, mais prendre du pouvoir. Donc c'est une méthode nouvelle. C'est une méthode nouvelle, mais en fait, cette méthode, en soi, elle n'est pas nouvelle, parce qu'ils ont toujours voulu faire ça. Ils l'ont toujours dit. C'est dingue, parce que... Les frères musulmans ont toujours dit, justement, nous, on veut imposer la charia sur l'ensemble des sociétés européennes, c'est connu. Florence Lajoberger l'a dit, notamment, et pas qu'elle. Donc, ce n'est pas nouveau. Par contre, l'intégration dans plusieurs milieux et de plus en plus, en utilisant nos libertés fondamentales, et c'est ça le plus important, et c'est peut-être ça la nouveauté. C'est l'utilisation de notre droit pour finalement inverser les valeurs républicaines. Comment se fait-il que vous avez pris cette angle ? Parce que personne ne l'a fait auparavant. Parce que vous avez des sociologues, des essayistes, des anthropologues qui ont décrit une situation. Nous, on a préféré, avec Thierry Froment, qui est un ancien magistrat, prendre des témoins qui nous racontaient comment ça se passait dans leur milieu professionnel. Et à ce moment-là, on en a déduit une stratégie par secteur d'activité, la façon dont ils opéraient, ils procédaient, et puis, à ce moment-là, on propose des solutions. Voilà, Manon... parce que c'est plus opérationnel que, si vous voulez, juste un essai qui décrit finalement ce phénomène. Voilà, Manon Siratsek, avocate, en binôme avec monsieur Thierry Froment, ancien juge d'instruction. Ce binôme avocat-juge, ça fait, on va dire, tout le spectre, tout le champ, on va dire. On a essayé de faire le champ, mais on n'a pas traité... il fait quand même 280 pages. On n'a pas traité l'université. On n'a pas traité l'infiltration des frères musulmans dans les syndicats étudiants. On n'a pas fait l'infiltration dans la haute fonction publique, ni même dans celle des entreprises, qui est énorme, qui est de plus en plus voyante. Vous voyez, donc, on a choisi un certain nombre de secteurs d'activité, le sport, l'éducation nationale, la culture, les élus, l'influence surtout sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas pu tout traiter. Ça sera peut-être un tome 2. C'est-à-dire que ces gens-là sont autant influents ?
Ils sont influents, bien sûr. Ils deviennent de plus en plus influents. Et là, je tire la sonnette d'alarme. Mais cette sonnette d'alarme, visiblement, Il y elle a est un tirée, rapport. certes, mais les pouvoirs publics, bon, ils n'ont pas l'air de l'écouter, quoi. Alors, Bruno Retailleau a quand même sorti un rapport sur les frères musulmans. Bon, ok, il en a sorti 70 pages au lieu de sur 400. Donc, en fait, il a déclassifié une partie, mais pas l'intégralité. Déclassifier une partie, ça c'est une information, ça. Bon, c'est pas de l'information, vous le savez, non? Non, je crois pas que les auditeurs, Non. je crois pas que le grand D'accord. public savait que Ah, si, on 400 pages ont été déclassifiées. oui, Pourquoi a-t-il non, déclassifié 77 sur 400. Pourquoi Parce qu'on a vu que ça prenait de l'ampleur, que c'était un sujet aussi politique qu'il fallait mettre en avant. Mais pour autant, j'ai pas pu interviewer le rédacteur de ce rapport. Alors évidemment, il a une obligation de réserve. Mais donc il y a une certaine peur quand même de parler. Vous savez, les témoins, il y en a un certain nombre qu'on a anonymisés. Il y a toujours la peur il y a la peur parce qu'il y a des menaces. Là, j'ai Maillard Mangipour, où il y a une fatwa numérique qui s'est mise en place contre lui. Alors Maillard Monchipour, qui est un boxeur d'origine Qui est iranienne. Absolument, alors qui est un des témoins évidemment de notre livre, mais je suis aussi son avocat là depuis peu, parce que il reçoit des menaces constamment. Quel type de menace Quel type de menaces? T'as intérêt à démissionner de ton poste parce qu'il travaille au ministère des Sports. Bon, enfin, des insultes, des menaces. Des menaces de mort, peut-être Oui, enfin, pas exactement, mais en tout cas, c'est une mise en danger d'autrui. Il faut porter plainte. C'est-à-dire que écrire On a fait ou un signalement parler, d'ailleurs. Hein. c'est-à-dire que écrire ou parler d'islamisme Oui, enfin, vous conduit radical, oui. c'est radical, bien sûr. Oui, je ne parle pas du tout. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Je ne parle pas du tout des musulmans. On a un chèque qui pour un islam apaisé qui a été témoin de notre livre. Hein. Mais bon, tout ce qui est lié à l'islamisme radical c'est de la vaut politique. de la menace de mort. Regardez Samuel Paty. Il finit par mourir. Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui sont protégés. Nadel, je veux dire, bon, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont protégées. Justement, cher maître Sieratsek, comment avez-vous fait pour enquêter combien de temps vous avez mis pour enquêter? Quelles ont été vos méthodes d'enquête? On s'est servi du réseau, des uns et des autres. Dans le sport, pour moi, ça a été plus facile. Dans le secteur de la culture, on a trouvé une réalisatrice, mais c'était extrêmement dur. Elle a voulu donc témoigner à visage ouvert, mais on n'a trouvé personne d'autre. On a utilisé nos réseaux, voilà. On a mis 9 mois pour le faire, 1 an. 1 an, on a une douzaine de témoins. On les a interviewés, on a retranscrit. Ils ont vérifié évidemment le témoignage. Et puis on l'a publié. Bon, on l'a publié. Et puis on en a déduit des analyses. Et ces témoins, il y en a certains qui l'ont fait de manière anonyme. Oui. Ils l'ont fait vraiment parce que vraiment il y a la peur derrière, c'est-à-dire qu'il y a une genre de. Non, puis on a interrogé un policier, encore en fonction. On a interrogé un ancien agent des renseignements. Bon, tous ces gens-là, ils peuvent pas témoigner à visage ouvert. C'est pas possible ça. Et on les protège, nous les gens. Moi, je suis avocat, je suis pas là pour les mettre comme ça dans l'arène. Hein. Est-ce que entre avant et après l'écriture du livre, vous êtes dit, putain, je pensais pas que c'était comme ça, ce pays, qu'il était autant gangréné? Je savais qu'il était gangréné parce que je l'avais vu dans le sport, parce que j'ai commencé à faire un article sur la guerre informationnelle des hijabeuses. Et puis après, j'ai vu qu'effectivement, il était partout. Alors là où où j'ai vraiment été étonnée, c'est quand j'ai vu le délégué national de l'UNI qui m'a dit que c'était gangréné au sein des CNUS, des CROUS, etc. Comment ça, au sein du monde étudiant énorme. C'est énorme. Dans les universités, ils prennent des places d'élus dans les conseils d'administration, des CROUS. De quoi? À l'UNEF, tout ça? L'UNEF, elle est voilée, la présidente. Ah oui, c'est vrai. Donc là, je parlais de l'UNI, du délégué de l'UNI, qui me racontait, il n'y avait pas plus de 2 jours, la façon dont c'était gangréné dans les universités. En plus, ils reçoivent des subventions publiques. Hein. Donc, ça m'a fait froid dans le dos. Est-ce que ces gens ont des demandes particulières, peut-être, aussi à l'université? Ils veulent des élus. Ils veulent 2 élus, ils veulent prendre le pouvoir. Et imposer leur choix. Enfin, quand vous dites qu'ils veulent le pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent aller à l'Élysée et imposer la République islamique? Alors, je ne dis pas qu'ils veulent imposer la République islamique, mais en tout cas, ils veulent imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. Voilà. Et ce qui est dangereux, c'est qu'ils vont utiliser les articles
de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme, de la Charte des droits fondamentaux, etc., pour la discrimination, la liberté, enfin la vie privée, par exemple, hein, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, des libertés fondamentales républicaines, pour les utiliser à leur profit et rentrer comme ça dans la société. C'est comme ça qu'ils obtiennent d'ailleurs des subventions pour leurs associations. C'est une méthode douce. Ils s'ancrent dans nos libertés, dans notre droit, pour le détourner à leur profit. C'est pour ça que c'est insidieux. C'est pas un combat frontal de djihadistes, là. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas y mener. Mais leur technique, c'est celle-là. Et ils profitent des défaillances de notre état de droit. Des défaillances ou, on va dire, du fait que nombre d'élus, par exemple, ou nombre d'hommes et femmes politiques, détournent un peu les yeux. Parce que, on sait, vous avez été conseiller régional en Seine-Saint-Denis, et j'imagine que vous avez pu voir des nombres d'élus de Seine-Saint-Denis, de droite, dits de droite, qui, bien entendu, pour des élections, flirtaient avec ces gens-là. Alors, je vais citer personne. Non, on cite personne, parce que je ne veux bien pas entendu. être attaqué pour diffamation. On ne va pas commencer comme ça. Mais effectivement... Mais vous pouvez, hein, si vous le souhaitez. Oui, j'ai bien compris dans quel chemin vous alliez oui, je suis un méchant garçon. Donc, il y a des élus de droite, effectivement, qui font du clientélisme, qui laissent, les gens s'installer, qui laissent les salles de prière, qui laissent les mosquées, ils vont chercher les votes. Donc, ils laissent faire. Mais il y a plus à gauche qu'à droite, on va le dire. Hein. À Bagnolet, il y a Marie-Laure Brossier dans mon livre, qui était une élue municipale, élue avec un socialiste d'ailleurs. Hein. Tony Di Martino, de toute façon, il est cité dans le livre, donc je ne prends aucun risque. Allez-y. Qui a vu des petites filles voilées de 7 à 9 ans rentrer dans un bâtiment accompagnées de barbus dans une école, on ne sait même pas où elles allaient. Enfin, je veux dire, le maire, il est obligé d'être au courant. Et puis ça ne s'est pas passé que là. À Évry aussi, il y a une avocate qui m'a raconté, Najouat dites-nous. À Évry, c'est pareil. Alors, il y a quelques années, en 2008, elle nous l'a dit, mais ça continue. Mais moi, c'est des lieux qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'il y a tout un système d'éducation scolaire parallèle qui se met en place depuis quand même un certain nombre d'années. Quand Philippe de Villiers en parle, que c'est caché, etc., il disait pas des bêtises. Pourtant, les gens se sont moqués de lui. Enfin, je parle des gens des médias. Caché. Alors, il faut être infiltré pour les savoir où sont les salles de prière, où sont les salles de classe, ce qu'ils font vraiment. Et puis, je vous rappelle qu'à Montauban, j'ai interrogé, alors lui, il a témoigné à visage ouvert, un adjoint au sport, qui est un ancien gendarme, Monsieur Catala, et lui qui a fait fermer un club de sport. Je crois que c'est un club de sport de boxe, à Montauban, parce qu'il y a une des mères qui avait dit mon fils, en fait, c'est de la charia qu'on lui enseigne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Elle a eu le courage de venir voir l'adjoint du maire. Mais c'est vrai que dans le sport... Et la préfète était un peu réticente. Hein. C'est grâce à son courage et à la mairie de Montauban que ça a été fermé. Hein. Mais c'est vrai que ça a commencé déjà dans le sport. Ah non, mais le sport, c'est une catastrophe. Prenons exemple à l'époque, l'équipe de France de 2010, celle qui n'est pas descendue du bus, où on parlait que Ribéry et ses amis exigeaient de la nourriture halal, par exemple, où dorénavant, les joueurs de football, les jeunes, chez les jeunes, hein, voulait avoir des endroits privatifs parce quand on est un garçon, quand on fait du foot dans les douches, tout le monde est pareil, on va dire. Mais eux, ils voulaient avoir des endroits privatifs, etc. Le sport déjà, lui, il est complètement pris en main. Alors, il y a des fédérations qui sont beaucoup plus prises en main que d'autres. Mais le football, c'est fini. La Fédération française de football lutte contre ça. Elle interdit dans ses statuts le port de signes ostentatoires religieux. Et elle lutte contre ça.
alors qu'il y a d'autres fédérations qui sont plus molles. Bah, ça, c'est surprenant, justement. Dites-nous lesquels, parce que là, j'étais quand même assez surpris. Moi, je pensais que c'était surtout dans le football. Il y en a, on va pas si vous voulez, dans les Oui, vestiaires, on ne sait pas ce qui se passe. bien sûr. Et je vais vous dire, Patrick Caram, qui est vice-président de la région Que je sport. salue, mon Patrick. Patrick Caram, alors lui, d'abord, il a fait la charte de laïcité, bon, et puis il surveille. Il surveille, alors je ne dis pas qu'il se rend dans tous les gymnases, dans tous les vestiaires, mais en tout cas, dès qu'il a une information, il coupe les subventions. Et je vais vous dire, il faut les prendre comme ça, les gens. Il faut les couper à la base, c'est-à-dire il faut économiquement arrêter, vous voyez, faire cesser l'eau, enfin le vivre qui leur permet de vivre, en fait. L'argent. C'est l'argent, hein, le point de départ. Hein. C'est le financement, le point de départ, en fait. Si vous arrêtez le financement, vous arrêtez tout ça. Hein. Mais est-ce qu'on sait combien les subventions publiques financent ces gens? Non, On a ça, un ça chiffre? ça, il faut aller regarder dans toutes les collectivités locales. Alors en France, collectivités locales, ce qu'elles financent, qui elles financent et qui est derrière. Donc ça sera l'objet d'un autre tome sur le financement des réseaux islamistes par des subventions publiques. Et en Europe, c'est énorme. Subvention énorme pour les programmes Erasmus, islamophobie, etc. Ça, on l'a vu. Hein. Et puis, venant parce de que l'étranger. On sait très bien qu'il y a des financements étrangers en du Seine-Saint-Denis. Qatar, d'Arabie Du Qatar, Saoudite. de la Turquie, qui vient de plus en plus, voilà, par exemple. Et de l'Arabie Saoudite, probablement. Après, c'est difficile de retracer le financement. Mais qu'est-ce qui fait que l'État Parce que, laisse faire? C'est quoi? C'est que électoral? alors, je crois que, d'abord, c'est électoral, effectivement. Et puis, il y a des accords, probablement, avec les États étrangers. Probablement. Parce que ça se sait, si vous voulez, tout le monde en parle, des frères musulmans, je veux dire, c'est pas nouveau, voilà. Donc la DGSI, elle va pas contrôler la veille sur les réseaux sociaux, mais elle contrôle les attentats. Mais ça démontre que la République française est quand même très hypocrite. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le rapport Retailleau, voilà, qui dit ce Il a qu'il fait ce dit. qu'il a pu, hein. Non mais d'accord, mais il dit ce qu'il dit, pourtant... Pourtant, il était courageux là-dessus, hein. Oui, peut-être il a été très courageux, mais en tout cas, ça n'a pas empêché les financements. Non, mais il peut pas empêcher, par exemple. Oui, mais si ça vient d'un non, mais État étranger, vous me dites Non, vous mais dites qu'il y a je des pense accords. qu'il y a non, mais je dis il y a forcément des accords diplomatiques au-delà de ça. Probablement. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des mosquées qui sont financées par le Qatar. D'accord? Et d'ailleurs, en Seine-Saint-Denis, il y a des maires qui ont été approchés pour dire, bon, écoutez, vous nous laissez un peu la mosquée, etc., et on va financer nous-mêmes. Donc on sait très bien qu'il y a des pays étrangers qui essaient d'entrer. Après, je ne peux pas vous dire le montant, voilà. Mais il y a des maires qui résistent, quoi que vous en pensiez. Il y a des maires de droite qui résistent. Et probablement des maires de gauche. On ne peut pas être Non, mais il y en a, aussi... évidemment qu'il voilà. y en a qui résistent, mais vous savez très bien que c'est une infime minorité. Moi, j'en connais un. Bon, c'est mon avis. Hein. Il est de Drancy. Lui, il résiste pas beaucoup. Hein. Faut dire les choses. Premier tour. Hein? Oui, il a Voilà, été donc réélu au voilà, premier je le tour. connais Il depuis y a eu 25 ans. Je sais qu'il résiste pas beaucoup. Hein. Je sais que Parce qu'il a voilà. besoin de cette communauté. Bon, je ne vais pas faire la liste des maires de la Seine-Saint-Denis qui ne résistent pas. Hein. Ben voilà. Donc, Mais je ça peux pas les citer. ça reste très minoritaire parce que on sait que tous ces types, ils sont malins. Ils ont compris que avec les lois de la République et avec la démocratie, ils peuvent faire tomber le système. Et ils savent aussi qu'on a des élus qui, bon, s'ils n'étaient pas élus, surtout celui de Drancy, si lui n'était pas élu, à part pousser des chariots, je sais pas ce qu'il ferait dans la vie. Faut dire les ça, choses. je vous laisse les commentaires. Oui, c'est moi. vous. C'est mes commentaires, ne vous inquiétez pas. Hein. Je sais que vous n'êtes pas comme ça, vous. Hein. Vous ne pensez pas ça du maire de Drancy. Mais, J'ai aucune. mais je connais pas. ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, s'ils n'ont pas ça, s'ils n'ont pas l'argent public, s'ils ne réussissent pas en tant que maire et tout, ils ne réussiraient pas. Et donc, ils savent très bien aussi que, parce que je me rappelle que Drancy était communiste avant, que la ville est tombée du communisme à l'UDF et qu'il y a eu besoin de cette armée de votants. Bon. Et donc, la collectivité locale, je connais très bien parce que j'étais attaché parlementaire au Sénat et je connais très très bien pour le coup la collectivité locale et je sais très bien comment les uns et les autres demandent des choses. À l'époque au Sénat en plus, on donnait les enveloppes parlementaires, etc. Je sais très bien comment ça se passe, comment on achète des voix.
Voilà. Et par contre, ça c'était quelque chose de communiste, Non, mais de d'accord, c'est communiste et LFI. socialiste. Non, mais LFI, c'est ce qu'ils font. Ben oui, c'est ça. Bon. Aussi. Ok, donc Aussi. ils passent par derrière vous, et puis voilà, on sait très bien. D'abord, on sait très bien que ce sont des alliés des islamistes. Ils se servent mutuellement d'eux, les uns des autres. En fait, ils ont un même objectif, sauf que c'est les islamistes qui prendront le pas, à mon avis, sur LFI. Vous savez, moi à l'époque, j'avais vu aussi des listes liées à une mosquée du coin, par exemple, qui se présentaient déjà aux élections. Oui. Mais ça n'a fait qu'empirer. Il y a eu le 95, par exemple, il y a eu Goussainville en 2020, et puis là, il vient d'y avoir Sarcelles. Le 95, petit à petit, alors il j'ai repéré 2 villes, mais ça va prendre de plus en plus. Mais comment expliquer que l'État laisse justement faire... Parce qu'ils ne vont pas se présenter comme islamistes. Non, mais vous d'accord. voyez ce que je veux dire? Ils s'intègrent par LFI, par un parti républicain. Enfin, je veux dire, ils sont élus, ils ont le droit d'être élus. Et donc, dans la liste, il y a des islamistes. C'est comme ils se cachent. Oui, mais regardez. Normalement, un élu de la République n'a pas le droit de se présenter voilé en conseil municipal. Ah ben ça, c'est inadmissible. Bon, ça s'est fait avec monsieur Bali Bakayoko. Bon, ça a été des images publiques, pourtant aucune réaction de l'État. Oui, non, c'est vrai. Ben voilà, donc... C'est vrai. Bah, si, il y a une proposition de loi par le RN qui a demandé que mais c'est pas l'État, le RN. Non, mais bien sûr, c'est un parti politique. Voilà. Non, mais il laisse faire, on le sait. Donc voilà, il laisse faire. Mais bien sûr qu'il laisse faire. Il laisse faire, sinon on n'en serait pas là. Non, mais est-ce qu'il y a une volonté de l'État de maintenir une paix sociale aussi? Est-ce que... c'est la révolution, sinon vous avez la guerre civile demain. Ah, c'est ça, c'est cette crainte de guerre civile. C'est peut-être pas une guerre civile, j'exagère, mais si vous voulez, l'État, vous voyez bien qu'il y a des enjeux politiques aussi, donc ils veulent préserver un peu tout ça. Et donc, ils interviennent petit à petit, un petit peu dans certains domaines, mais pas trop. Il n'y a pas eu de révolution, quoi. Quels sont les domaines où ils ont justement le plus avancé? Ils avancent partout. Le sport. Je prends le sport. Dans le handball, par exemple, dans l'haltérophilie. L'haltérophilie aussi. La boxe, c'est la pire. La boxe, la lutte, le grappling. Les femmes jouent en hijab. Elles s'entraînent en hijab, ok, mais elles jouent des championnats en hijab. Moi, j'ai des recours devant le tribunal administratif où elles communiquent en hijab sur leurs réseaux sociaux. En haltérophilie, Sylvie Berena, voilà, elle a mis son hijab, elle est très fière de présenter son hijab. Elle est, elle a été championne de France ou championne, régionale, peu importe. Et donc, si vous voulez, le sport prend beaucoup. Et là où il y a un problème de l'État, c'est que ce sont si vous voulez, ce sont les fédérations, qui dans leur statut prévoient ou prévoient pas. Normalement, elles ne devraient pas prévoir. Et puis, elles doivent intervenir. Vous n'avez pas le droit de mettre un hijab dans une compétition, peu importe. Vous ne vous entraînez pas avec un hijab. Ah oui, c'est l'espace public, mais vous représentez la France, je veux dire, c'est incroyable. Faut pas, si vous voulez, à chaque fois que vous voyez une scène qui ne devrait pas exister, il faut faire un recours juridique. Tant pis, il faut faire comme eux. Ils entrent, de toute façon, il y a un djihad judiciaire. À chaque fois, ils font des recours. Ils ont un panel d'avocats là, qui sont là toujours pour dire oui, ils sont islamophobes, ils sont racistes, etc. Ils n'arrêtent pas. Ils vous envahissent de recours. Nous aussi, il faut les envahir de recours. Oui, mais les recours, ça coûte cher. Oui, les recours, il faut une équipe d'avocats. Est-ce que les fédérations françaises ont les moyens de faire des recours Non, mais les fédérations, si vous voulez, elles abritent leurs clubs. C'est les clubs qui admettent ça. C'est surtout les clubs? Ah oui, c'est les clubs. Pourquoi ils admettent? La fédération ne l'admet pas. Parce qu'ils ont quoi? Le club de rugby, par exemple, pardon de parler de rugby, de Saint-Denis, a fait paraître un communiqué de presse, je sais pas, il y a quelques mois, en disant non, le hijab, c'est ça le principe de la laïcité. Vous vous rendez compte un peu? Cette inversion. Non, mais il y a vraiment eu un communiqué de presse qui disait ça. Non seulement c'est la liberté de porter le voile, c'est une liberté fondamentale. On a le droit de porter un vêtement comme on veut, finalement. On a le droit de concourir avec un vêtement. D'accord? Et en plus, c'est ça la laïcité. C'est ça qu'ils disent. J'ai coupé le souffle là. Oui, parce qu'ils arrivent la fédération n'a rien dit. Ils détournent justement la loi de 1905 à leur profit. Oui, mais bien sûr, mais pas que.
Mais est-ce que la loi de 1905, elle est claire? Ben oui, la loi de 1905, elle est claire. Elle sépare l'État de l'Église, Oui, mais etc. est-ce Elle qu'elle dit, dit... vous exercez votre, Oui, mais, votre culte, oui, voilà. mais est-ce qu'elle le dit dans le sport, par exemple? Ah non, elle ne le dit pas dans le sport. Dans le Donc c'est sport, pas vous avez le clair. code du sport, vous avez les règlements des fédérations, vous avez les statuts des fédérations, vous avez le contrat républicain avec la loi sur le séparatisme de 2021, qui est très clair. Et là, vous avez Nunez qui porte une loi qui va arriver fin avril, probablement, sur le renforcement de la loi séparatisme de 2021, qui va protéger un peu plus les mineurs, heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé des foyers de mineurs isolés aussi. Hein. Ben, on va en parler, mais vous savez, la loi séparatisme de Monsieur Darmanin d'abord, Darmanin, c'était. et qui était une erreur, je vous le dis. Ah, Pourquoi? Parce que... très bien. Vous savez pourquoi? Parce que vous pouvez aujourd'hui pas faire, par exemple, l'école à la maison. Bah oui, vous êtes Monsieur Dupont-Durand ou Monsieur Benamou ou Lévy, j'en connais, qui ne peuvent pas faire l'école à la maison, et vraiment, hein, du fait de cette loi séparatiste, parce que le problème, c'est que l'État a englobé tout le monde dedans. Sur la loi séparatiste, par exemple, il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants aillent à l'école publique ou même privée sous contrat parce qu'on y apprend l'éducation sexuelle. Et à juste titre, je comprends. Et donc, du coup, ils ne peuvent pas faire l'école à la maison comme avant. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire l'école à la maison, mais dorénavant, il faut demander la permission, je sais pas quoi. Et donc, de ce fait-là, alors peut-être qu'un amendement s'impose là-dessus. En tout cas, ça empêche nombre de parents qui ne sont pas des islamistes d'avoir... Oui, bien sûr. C'est une réalité. Bon. Mais revenons sur votre livre. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre. D'ailleurs, il se lit très bien. Vous avez très bien écrit. D'habitude, des essais, bon, c'est pas excessivement bien écrit, mais là, oui, là, c'est des témoignages, mais c'est assez bien écrit pour le coup. Parce que je trouve que vous êtes allé quand même, malgré tout, en profondeur d'un sujet où je trouve qu'il y a beaucoup de constats. Et vous, malgré tout, vous êtes allé sur un angle d'abord différent, première des choses. Et deuxième des choses, il y a quand même de la proposition. Et il faut... je pense, dorénavant, dans ce pays, des propositions, quoi. Les constats, alors, ça va, on a compris. Oui, enfin, les constats, ça va. C'est pour ça qu'on a voulu faire un livre différent. On n'est pas sociologue, encore une fois. Et nous, on est sur le terrain juridique. Et quand on voit qu'il y a le djihad du judiciaire, on se dit, il faudrait quand même qu'on réagisse. Il y a ça, et puis il y a la guerre informationnelle. Je veux dire, il y a tous les blogs des islamistes, il y a tout il y a TikTok. Non, mais TikTok, c'est devenu un réseau social d'islamiste, il faut dire les choses. Non, mais on le dit. Enfin, je veux dire, on a tout un chapitre sur l'influence. Mais vous le dites. Il y a la mode fashion. Mais moi, je vais vous dire une chose. Il y a de l'influence culturelle. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ne connaissent pas TikTok. Moi, je le vois parce que j'ai eu nombre d'influenceurs et de gens qui y travaillent. Et c'est un monde qui est étranger aux adultes. Parce que TikTok, c'est vraiment le réseau social des adolescents. Tous y sont. Il y a aussi Snapchat. Que les adultes connaissent très très peu. Et pour le coup, vous en parlez. Et ça, c'est important. Et il faut vraiment faire là-dessus de la pédagogie. Parce qu'on a l'impression que les adultes, même de ma génération, avec leurs enfants, parce que les enfants sont excessivement embrigadés justement avec cette mode, parce que beaucoup de filles influenceuses parlent de cette mode, du hijab, voilà. Et du coup, parce que... ça s'appelle le soft power. Hein. Ben voilà, donc qu'est-ce que devrait... Comment est-ce que des parents qui nous écoutent peuvent justement comprendre et peut-être contrôler même sur ce que regardent leurs enfants. Parce que c'est de là que ça commence. Parce que eux, là où ils sont quand même assez vicieux, c'est qu'ils s'attaquent justement 15-24. Aux 15-24 qui n'ont peut-être pas intellectuellement, on va dire, le bagage pour lutter contre. Oui, alors il y a tout le phénomène, vous l'avez très bien dit, il y a tout le phénomène du mode style qui est en fait le fashion style, où on voit des influenceuses qui sont payées, probablement, qui font du commercial, qui vendent des produits, mais en même temps qui inculquent une culture religieuse. En disant, mais non, mais le hijab, le voile, c'est quand même bien, regarde comme c'est joli, regarde...
avec un joli rouge à lèvres, ça me va bien. Enfin voilà, il y en a plein. Et Mariam, j'en ai cité une dizaine, moi, dans mon livre, hein, de influenceuses sur TikTok. Et on voit que ça marche. Et il y a ça, et il y a aussi des marques qui ont compris que c'était un marché commercial énorme. C'est-à-dire que Nike l'a compris, Decathlon a été arrêté, mais l'avait compris, Adidas l'a compris, puisqu'ils font des hijabs en entier. Et évidemment, tout ça, ça influence les jeunes. Mais c'est eux qu'il faut protéger. Alors, vous me disiez comment on fait. On ne peut pas interdire les réseaux sociaux aux enfants. Ce qu'on veut faire, c'est de la contre-influence. C'est faire autant C'est-à-dire c'est de lancer des messages qui ne sont pas leurs messages. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une espèce de réseaux massifs qui font la promotion sur les réseaux sociaux. Mais nous, il faut qu'on fasse un contre-encerclement cognitif. Christian Arbulot, qui est directeur de l'EGE, de l'École de guerre économique, vous le direz. C'est-à-dire qu'il faut contrer ces messages. Évidemment, ça demande des moyens. Et c'est ce que l'État doit mettre en place. Ça devrait être fait par l'État ? Ou alors des agences, ou alors des équipes, voilà. Mais le problème, c'est que le capitalisme... et attention aux algorithmes, que aussi... Oui, mais le problème, c'est que le capitalisme, il cherche des marchés partout. Si le capitalisme voit un marché lié au hijab, il va s'y engouffrer. Hein. Et c'est ce qu'ils font déjà. Uniqlo, c'est ce qu'ils font déjà. Il y a des grandes marques fashion qui sont déjà sur le marché, qui ont compris qu'il y avait de l'argent à faire. Alors, vous allez vous opposer effectivement aux intérêts économiques. Oui, et alors ? C'est notre jeunesse avant tout, non ? Parce que je vous rappelle que le sondage de novembre 2025, c'est 57% des jeunes filles, des jeunes, disent que les lois de la République, finalement, ça s'applique après la charia, ou les pratiques religieuses. Des jeunes entre 15 et 24 ans. Alors, vous vous rendez compte un peu où on en est ? C'est-à-dire la charia... ou les lois de la République, c'est-à-dire finalement... qu'est-ce qu'elles imposeraient exactement, surtout les lois de la charia ? Alors, elles imposeraient le port du voile, manger halal, faire aller à la mosquée, et puis inculquer les valeurs de la charia, qui ne sont pas nos valeurs. Nous, on est une démocratie avec des valeurs républicaines. Voilà, on ne fait pas de prosélytisme. Et eux, ils font du prosélytisme. Donc, et en plus, ils veulent séparer les musulmans du reste de la population. Il y a une idée politique derrière. C'est-à-dire qu'ils se disent non, les musulmans doivent être de notre côté et pas de leur. Donc, il y a toute une propagande qui vise à séparer la population. Alors qu'il y a des gens très, très, très intégrés. Il y a des musulmans, c'est plus des victimes qu'autre chose. Hein. Mais est-ce que ces islamistes, ils ne travaillent pas pour eux que pour eux, j'imagine. Est-ce qu'ils travaillent aussi pour des pays étrangers ? Et peut-être, est-ce qu'ils pourraient peut-être même influencer sur la politique française ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En faveur de pays étrangers ? Bien sûr, ce que je vous ai dit. L'idée, c'est que les musulmans, les musulmans aujourd'hui, même modérés, doivent devenir plus religieux et doivent se séparer du reste de la population. Oui, mais ça c'est une chose. Mais je veux dire, est-ce que, par exemple, il pourrait influencer l'État français de telle manière que l'État français, je ne sais pas moi, je suis pas ferait des lois en faveur du Qatar ou alors des ventes de je ne sais pas quoi, du commerce, choses comme ça. Non. Est-ce que ça irait jusque-là ? Non, c'est de l'influence douce. Ça, vous laissez faire, vous laissez des listes, vous laissez des élus intégrer même le Sénat, mais vous ne faites pas de loi contre ce dont vous avez parlé, non. Mais ça pourrait pas arriver dans 15, 20, 30 ans c'est ça le truc. En fait, parce qu'il ne faut pas, mais il faut pas penser à 1 an, 2 ans, il faut penser à 15, 20, 30 ans. Mais c'est pour ça que je vous parle de la jeunesse. Les gens qui ont 15 ans aujourd'hui, à 30 ans, je ne sais pas ce qu'ils deviendront. Hein. Ils seront peut-être en ICAB. Hein. C'est sûr qu'on en voit d'ailleurs de plus en plus. Vous allez dans les grandes métropoles, vous en voyez, et même dans les espaces ruraux. Hein. Et d'ailleurs, tiens, il y avait la loi de M. Copé de 2010 qui du coup a été détournée. Depuis la crise sanitaire. Sur le burqa. Oui, parce que je remarque, moi j'habite Saint-Ouen, je remarque que dorénavant les femmes ont détourné la loi en portant des masques de FFP1, P2, etc. Et donc, du coup, cachent le visage. Oui, mais enfin, c'est pas une burqa.
Si, avec par-dessus une burqa. Enfin, par-dessus un voile, je sais pas moi, comme par-dessus un Voile voile, quoi. intégral, un voile, Voilà. parce qu'il y en a plusieurs types. Hein. C'est-à-dire qu'une sorte de voile intégral, mais sans, vous voyez, Parce qu'il est interdit de cacher le visage. En fait, c'est ça la loi. Oui, mais sans le tissu devant, mais à la place, Ah oui, donc il y a un détournement, oui. Voilà, il y a un détournement de cette loi. Oui, mais alors là, le problème, c'est que le Covid étant peut-être encore là, bon, là, c'est compliqué. Parce qu'elles vont vous dire, bah oui, mais c'est une règle d'hygiène et de sécurité. C'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous dis, ça a été détourné, oui, ça a été en fait. Détourné. Bah, c'est comme ça qu'ils font. Ça a été détourné. Depuis le début, c'est comme ça qu'ils font. Mais c'est quand même, enfin, on a l'impression, en lisant votre livre, et à juste titre, qu'on a affaire à un État dans l'État. Alors, quasiment, hein. Alors, on ne peut pas les compter. Hein. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous ne savez pas combien ils sont. Vous êtes incapable de me donner un nombre qui sont prêches. Alors, il y a les frères musulmans, puis il y a tous ceux qui font allégeance aux frères musulmans. Donc, Florence Bergeau-Blecker pourrait peut-être vous donner un chiffre plus précis. Mais même les renseignements ne peuvent pas savoir, ne comptent pas. Bah, probablement je ne sais pas s'ils comptent. En tout cas, ils empêchent les attentats. Hein. C'est déjà ça. Mais vous avez pu en voir en off? Non, ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Vous avez essayé? On a essayé. Et qu'est-ce qu'ils vous disaient? On ne peut pas répondre. Et ils ne voulaient pas nous voir. C'est ce qui est logique, parce que les agents de renseignement ne sont pas là pour donner du renseignement. Ils ont un secret défense, ils ne peuvent pas vous donner un renseignement. Et même un ancien du renseignement nous a donné quelques éléments, mais pas de la DGSI, mais c'est très très difficile d'avoir des éléments. Il y a Omerta, quoi. Il y a Omerta, puis c'est leur... Enfin, je veux dire, ils ne vont pas dévoiler leur méthode de travailler, non, mais leurs sources. J'ai même vu quelqu'un, un ancien de la DGSE, il n'a pas voulu nous parler. Non, mais... Ils ne peuvent pas parler, en fait. Oui, enfin, oui et non. Parce que des gens de la DGSE ou d'anciens, ce qu'on appelait à l'époque RG, etc., en off, disent des choses. Oui, ils disent des choses, voilà. Mais c'est très difficile de mais là, ils n'ont pas voulu vous les dire. Non, enfin, il y a quand même un ancien, quelqu'un du renseignement qui nous a dit certaines choses. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Anonyme. Ah. Vous pouvez pas en parler? C'est dans mon livre. Il nous a dit que ça datait de 95, qu'on faisait rien, que voilà, qu'il y avait il y avait des insuffisances de l'État et que finalement on laissait faire. Enfin, là, je vous le résume, hein, mais. Mais c'est pas surprenant. Parfois même, je me demande. Regardez le cas de Samuel Paty. Ah oui. Mais Samuel Paty, c'est quand même un cas d'école. Mais oui, mais regardez la lâcheté des institutions. Oui, la lâcheté de l'éducation nationale aussi. De l'éducation nationale, des collègues. Et puis des supérieurs hiérarchiques du système de l'éducation nationale. D'ailleurs, je n'ai pas pu obtenir une personne de l'éducation nationale, enfin à part l'ancien recteur, M. Carrero. Mais tout ça a commencé déjà avec les années SOS Racisme, avec M. Julien Drey. Oui, mais Julien Drey, il n'a pas voulu installer l'islamisme dans les quartiers, c'est pas vrai. Non, mais il a ouvert la boîte de Pandore. Oui, mais au départ, c'était pas ça, SOS Racisme. C'est eux qui... Ça s'est développé de cette façon. Oui, mais c'est pas Julien Drey qui est responsable un peu si, je suis désolé. Quand il dit... Parce qu'il est contre l'islamisme, lui. Non, oui. Quand il apporte le droit à la différence... Oui. Eh ben, il ouvre la boîte de Pandore. Oui, excusez-moi. Ils l'ont utilisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il est malin, Julien Drey. Moi, je le connais un peu. Il est pas bête. Il sait très bien que, in fine, dans 10, 15, 20 ans, 30 ans après, il allait installer ça. Il le sait. Il savait très bien que les conséquences de SOS Racisme, ce serait ça à la fin. C'est pas... ou alors, il est hypocrite. Mais, en tout cas, il se rend bien compte que le Julien Drey était alarmant, dans l'Essonne et il a flirtouillé avec tout ça. Peut-être, je ne sais pas. Mais c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est évident. Mais c'est évident. Mais pas que l'Île-de-France. Mais pas que l'Île-de-France, dorénavant. Et ça, c'est partout. Et c'est là, voilà, justement, où il faut dire aux gens. Vous avez le syndicat des Grenobloises, l'Alliance citoyenne des Grenoblois, qui ont voulu imposer, il n'y a pas si longtemps que ça, une tenue vestimentaire propre à l'islamisme dans les salles de sport. Ou même dans les piscines, avec le burkini. Heureusement que le Conseil d'État a dit non. Mais le maire avait autorisé à porter le burkini à Grenoble. Et c'est bien un syndicat, Alliance citoyenne de Grenoble. Ils l'ont fait à Lyon aussi.
Donc il n'y a pas qu'à Paris. Bon, mais il y a À hormis, Rennes, vous avez le burkini dans les piscines. mais hormis les burkinis, toutes ces choses, Ouais, il c'est y a quand un aussi, maire il y a l'autorise. aussi, par exemple, cette fameuse finance islamique. Hmm. Où là, pour le coup, on a le côté économique. Ah, bien sûr. Bah, le marché halal, le marché halal, puis pas que. Il y a des livres qui sont distribués dans des librairies où on nous dit ah bah oui, de toute façon, on peut battre sa femme. Hein. On peut battre sa femme. Bah oui, modérément, mais on peut battre sa femme. Enfin, je veux dire, l'autre fois, on a été avec Thierry Froment à l'association Agir Ensemble et il y a le président nous a dit bah, regardez le livre qu'on a. Alors, je ne me rappelle plus de l'éditeur, mais il y avait un livre qui était vendu sur Internet et où on avait les principes de la charia, dont l'autorisation de battre une femme. C'est hallucinant. Donc, il faut attaquer tout de suite l'éditeur, évidemment. Mais tout ça. C'est un exemple. Mais il y en Oui, a mais- des milliers Oui, mais d'exemples comme ça. On peut y passer 20 ans. Hein. est-ce que aller au tribunal, ça suffit? Parce que j'imagine que ça prend du temps, tout Ah ça. bah oui, le tribunal, ça a toujours pris du temps. Et bien oui, mais, sûr. oui, mais Sauf les déférés oui, mais préfectoraux. il y a besoin de décisions rapides et pas des décisions sur 5 ans, 10 ans. Oui, mais décisions rapides, il n'y en a pas en politique, ou alors il faut qu'elles soient drastiques, ou alors il faut installer un nouveau gouvernement, parce que c'est pas avec le gouvernement actuel qu'on va arriver à faire des choses. On n'arrive même pas à faire passer une loi sur l'interdiction des signes religieux. Elle est toujours à l'Assemblée nationale, elle attend, hein. Et elle est même pas à l'agenda. Oui, Vous vous rendez compte, depuis 2024, oui, c'est ça. Ou Ah bah 2025. tiens, des commentaires arrivent. Jean-Loup est là. Allez, Jean-Loup. Des commentaires. Oh là, beaucoup. Hein. Allez. Bonjour, je vous rappelle qu'il y a des Françaises de souche qui portent le hijab. Pour moi, c'est incontestable. C'est vrai. Des Les Françaises. Françaises, oui, bah, elles sont, oui. Elles ont adopté la religion musulmane. Ah, tiens. Merci pour cette émission très intéressante. Et en vous écoutant, la France s'est foutue. Et la seule solution serait une guerre. Non, il faut se battre. Il faut se battre. Il faut, bien sûr. On va Oui, pas laisser le combat se terminer comme ça. Non. Il faut que la laïcité reprenne le chemin de la laïcité, point. Il faut se battre. Revenons aux fondamentaux. La France s'appelle la France parce qu'elle a été conquise par les Francs qui étaient d'origine germanique. D'où les yeux bleus, voilà, ok. Une proposition pour lutter contre l'islamisme posait la question aux élus RN du retour au droit du sang au lieu de droit du sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a quand même 500 000 immigrés par an qui viennent en France, en tout cas depuis Macron. Ça fait donc 9 ans qu'il est là, ça fait 450 000. Comment empêcher Très peu de retour, en fait. Comment l'empêcher du coup cet Il faut une islamisme? nouvelle loi sur l'immigration en disant on arrête. Parce qu'entre les 450 000 par an, enfin 500 000 par an, pardon, ça fait donc 4,5 millions, plus tous ceux depuis les années 80. C'est le droit d'asile, c'est qui? En fait, parce que vous pouvez pas mettre tout le monde dans le même sac, là. Oui, mais vous savez, on n'a pas le C'est droit. les étudiants qui viennent, Oui, étrangers, mais- c'est oui, qui? mais C'est on parce sait que très bien que- l'influence, elle non, vient mais- partout. Oui, bien sûr. Mais les étudiants étrangers, on sait que tout Eh, ça. C'est des agents étrangers, peut-être. ben, Je sais pas, vous Non, savez mais, pas. non, mais on sait. Oui, mais vous savez très bien que les étudiants étrangers, pour la plupart, ils ont d'étudiants que le nom. C'est ce une que je vous façon aussi Oui, pour c'est l'influence. s'installer. Bien sûr. On a ceux qui travaillent bien entendu, mais après leurs familles qui viennent, entre aussi les clandestins. On ne sait pas combien de clandestins il y a en France. Et puis j'invite aussi les gens à aller dans le nord de Paris. Moi j'ai fait quelques reportages à Colline-du-Crac, Aubervilliers, La Chapelle, etc. À venir dans des départements d'Île-de-France, à aussi, tiens. En province, dans le Languedoc-Roussillon, enfin partout, hein, je sais pas moi, dans le PACA, où vous voulez. Je vais dire, Enfin, ils sont pas tous islamistes. Hein. non, ils sont pas tous islamistes, mais Attendez, ils faut sont. faire attention à pas tout mélanger. C'est pas parce que vous avez 400 000 mecs qui arrivent que c'est 400 000 islamistes qui vont faire de l'influence. Non mais c'est. Pardon, hein, mais. Non mais c'est pas que des islamistes, mais vous comprenez bien que plus des gens arrivent sur un sol, et plus l'islamisme sera présent. Oui ou non? Oui, ben on a vu ça avec les Afghans hein, aussi. Ben, voilà. Donc évidemment, si vous laissez rentrer Non, mais j'ai jamais dit qu'il nombre fallait de laisser personnes, rentrer. eh bien, vous J'ai jamais aurez forcément
Ben, de l'islamisme conquérant. il faut contrôler. Il faut beaucoup plus contrôler ou limiter ou arrêter. Oui, mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas contrôler Oui, parce mais que vous avez- Frontex, par exemple, c'est 70 millions d'euros de budget par an. Le Frontex américain, c'est 15 milliards de dollars. Ah oui, non, mais Déjà le différentiel. bien sûr, Vous voyez bien sûr. Ensuite, voilà, vous avez ces élus dont vous avez parlé qui sont complaisants. Et puis, vous avez. Et ça, c'est le problème de la République, c'est que on donne les papiers, la nationalité très vite, Oui, très facilement. rapidement. Oui, oui. Très rapidement. Et Très donc- rapidement, sans contrôler. Et sans contrôler. Sans contrôler, finalement. Il faudrait mettre des critères beaucoup plus stricts, si vous voulez. D'abord, parler la langue, enfin, ça me semble, adopter le principe de laïcité, faire allégeance à la France, entre guillemets. Vous étiez en politique et vous savez très bien comment sont les hommes et femmes politiques. Ce qui compte, c'est les voix. Ce qui Ah oui, compte, mais- c'est les électeurs. Donc, plus un corps électoral sera nombreux et plus ces gens se coucheront face à un corps électoral. C'est pas plus compliqué que ça. Non, mais ok, mais on n'est pas élu parce qu'après c'est dangereux si vous voulez. Vous leur devez des choses. Bah oui, C'est-à-dire que vous signez un contrat en disant ok, vous m'élisez, vous n'êtes même pas sûr bah, c'est d'ailleurs comme la mafia. Hein. que oui, c'est un peu ça d'ailleurs. Ok, vous votez pour moi, vous n'êtes même pas sûr qu'ils vont voter pour vous d'ailleurs. Vous n'êtes pas dans. Moi, le nombre de fois on m'a dit on va voter pour vous, on n'a pas voté pour moi, et j'avais rien promis en plus. Hein. Vous n'êtes pas sûr d'être élu, et puis vous savez pas ce que. Et puis à chaque fois on vous demande une place dans la crèche. Enfin ça, vous savez ça par cœur. Hein, vous étiez élu. On vous demande. En fait, il y a un contrat, oui, c'est ça. C'est un échange. Il y a une concession à faire. Bah, faut pas la faire. On est élu parce qu'on a des choses à réaliser. On n'est pas élu pour avoir des. Enfin, si, pour avoir des voix, mais on a un programme, on doit s'y tenir. Alors, on va passer à la seconde partie, mais avant ça, les bobino. Merci à vous d'être si nombreux, comme toujours. Continuez à nous écouter tous les samedis, à nous soutenir tous les samedis. C'est vous, les patrons de Radio Courtoisie. Si nous avions des annonceurs comme font les autres grands médias, eh ben, c'est eux qui, justement, choisiraient les sujets. Et si nous étions dans le service public, alors là, pour le coup, nous n'inviterions pas Madame Manon Sierratzek pour parler de son dernier livre, L'Empire invisible au cœur des mécanismes de l'islamisme radical. Excellent livre aux éditions Hors Cadre. Un livre pas que de témoignages, mais aussi c'est on peut dire une enquête, un reportage quasiment de terrain. Voilà, vous avez Oui, fait puis on a du utilisé terrain. des rapports. On a utilisé des rapports qui ont été faits. Oui, il y a de la matière et il y a de l'opérationnel. Oui, il y a du terrain. C'est vrai. Il y a du vrai terrain. Du vrai Il y a, terrain. et puis, moi, ce que j'aime, je le répète, j'aime bien me répéter, c'est que cet angle de cette société un peu invisible, on n'en parle pas, on en parle très très peu, parce que les grands médias, ce qu'ils nous montrent, c'est ce qu'il y a de visible en fait. Ça c'est le gros problème. Ce qu'ils nous montrent, c'est voilà. Ce que l'on voit, les faits divers, les choses comme ça. Et là, pour le coup, vous nous expliquez ce que les auteurs ne font pas, que en effet, les islamistes sont beaucoup plus malins qu'on ne le pense et utilisent les méthodes liées à la démocratie, aux lois républicaines, afin de ramper et d'imposer in fine leur point de vue. Vous avez fait ce livre aussi avec un ancien juge d'instruction, du coup, Qui était aussi ancien procureur. d'ailleurs. ancien procureur. Et donc, vous avez j'imagine qu'il a pu voir aussi des choses dans les tribunaux. Moi, par exemple, j'ai souvenir de ce qui se passe à Bobigny, au tribunal de Bobigny, qui est quand même un tribunal lui-même, je vais pas dire infesté, mais pas loin, quoi, on peut le dire. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, parce que parler des tribunaux, de la justice, le Kidam n'est pas au courant. Les Kidam qui regardent BFM, etc., il en sait rien de tout ça, pour le coup. Et ça, vous l'expliquez Il n'y a pas excessivement de bien. juge en hijab. hein. Non, je parle pas de ça. Il Mais y a eu des avocates qui se sont mais pointées voilà, en il y a hijab. des Enfin, avec avocates. des voiles. Elle mais- s'est fait virer par le président de, oui, mais par le président de la Chambre. oui, mais Ça, ils ont ça peut arriver, bien sûr. ils ont de l'influence. Ils ont l'influence. Moi, je me rappelle un certain juge des enfants, Monsieur Rosenzweig, de Bobigny, qu'on appelait Petit Papa Noël.
Les criminels l'appelaient Petit Papa Noël. Oui, les criminels, mais là on parle de l'islamisme. Oui. Alors on a peut-être des liens avec les narcos, mais Bien sûr qu'il y a des liens. Mais oui, parce qu'ils ont été élevés dans le même milieu. C'est un ancien frériste, qui est un ancien recruté, qui nous a expliqué qu'en fait il y avait des liens très forts. J'ai recueilli un témoignage, quelqu'un de très courageux qui est parti de chez eux et qui m'a raconté exactement comment ça s'était fait, comment il avait été recruté, etc. Bah, dites-nous un peu. Alors ça s'est passé en Seine-Saint-Denis, évidemment, ça ne va pas vous choquer. Alors, ils recrutent en général des gens qui sont qui sont dans les quartiers, qui travaillent pas, qui manquent un peu de repères. Alors, on leur promet, on va leur dire oui, bon, faut aller à la mosquée quand même, on va t'apprendre des choses, t'es un frère. Alors, ils utilisent toujours aussi, vous savez, le côté affectif. T'es mon frère, on va s'occuper de toi, on va te protéger, on va te donner à manger, etc. Donc, ils sont approchés de cette façon-là. Et puis après, ils rentrent, et puis eux-mêmes deviennent recruteurs. C'est-à-dire qu'ils vont de ville en ville, on leur dit voilà, il faut les recruter, telle personne, etc., etc. Et eux-mêmes, après, sont utilisés comme recruteurs. Alors je leur dis mais vous êtes payés? Ils me disent non, non. On va dormir chez des gens, on va manger dans des magasins, donc tout est gratuit, c'est bénévole. Donc en fait, ils ont beaucoup de complices. Les frères musulmans, il y a beaucoup de. Sans le savoir, si vous voulez. Ils sont habillés, ils sont vêtus, nourris, blanchis. Et puis comme ça, ils recrutent des gens, etc. Alors, et puis quand c'est fini, c'est fini. Il y a jamais plus de lien. C'est terminé. Alors lui, il en est sorti. Pourquoi? Parce que sa mère l'avait prévenu. Elle a dit, oh là, attention, t'écoutes plus la musique, il y a un problème là. Parce qu'ils sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Après, c'est comme une secte en fait. Ils sont entre eux, etc. Et lui, il est sorti de là parce qu'il avait quand même été plus intelligent que les autres et moins faible que les autres. Donc, ils ont des cibles. Vous savez, en 2005... à l'époque quand les banlieues se sont enflammées, ça avait commencé par Clichy-sous-Bois, je faisais des maraudes avec quelqu'un que vous connaissez, j'imagine, député maire de l'époque de Raincy, monsieur Éric Raoult. Oui, j'ai fait ça bien. Tous les soirs. Bien. Tous les soirs avec lui dans sa bagnole, enfin avec son chauffeur, parce qu'Éric Raoult ne savait pas conduire. Et, Franck Barthes. Non, c'était un autre gars... Bref, et donc on allait sur le terrain voir les CRS, etc. Et puis on avait vu une chose. J'étais tout jeune, parce que j'étais un jeune d'Éric Raoult à l'époque quand j'ai commencé dans ce parti. Et après non, mais au début oui. Et on voyait des types en djellaba qui à l'époque disaient aux jeunes arrêtez, et certains jeunes arrêtaient. Donc déjà en 2005, on voyait que ces gens-là avaient de l'influence sur ces jeunes. Et c'était des types qui, à l'époque, avaient 40 ans. Ils les nourrissaient. Voilà. Il y a un lien économique très fort entre eux. Il y a un lien de dépendance, finalement, dont ils se servent. Puisque l'aide aux devoirs, c'est pas pour rien que les associations, le secours islamique, qui a quand même des produits financiers à hauteur de plus de 6 millions d'euros, donc 4 millions d'euros. Vous vous rendez compte un peu, cette masse d'argent qui arrive, on ne sait même pas d'où. 4 millions de dons, mais le reste... on ne sait pas d'où ça vient. Et ben eux, ils préconisent de l'aide humanitaire, de l'aide aux devoirs pour les mineurs, etc. C'est toujours des missions humanitaires. Donc quand vous dépendez de quelqu'un économiquement, on vous donne à manger, vous nourrissez la famille, bah écoutez, vous l'écoutez. Alors, question d'auditeur. Merci de votre excellente émission. J'aimerais qu'on puisse approfondir la question du halal. C'est un impôt payé par l'islam. Or, seul l'État peut lever l'impôt. Il nous est imposé sur les viandes et on ne sait pas quels sont halal et de nombreux objets maintenant, y compris des tissus et autres qui sont halal de leur point de vue. Donc nous avons payé un pourcentage qui rétribue l'islam, mais surtout l'islamisme. Puisque c'est l'autorisé par l'État, est-ce que l'islam serait la religion officielle de l'État français? Il faudrait vraiment que des juristes se penchent sur la question. C'est une dame. Votre auditrice a raison, il faut se pencher sur le problème. Alors, Florence Bergeau-Blacker a étudié tout ce marché de l'halal. Moi, c'était pas l'objet du livre. Je sais. Mais c'est quelque chose qui revient chez les gens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la taxe, effectivement, alors non, c'est pas un État, on n'est pas dans un État islamiste, on est dans une démocratie républicaine, une et indivisible. Donc on ne va pas mélanger. Et toi, théoriquement. Il faut s'intérioriser. Théoriquement. Non, mais même. Mais attendez, d'accord. Non, moi je suis pas d'accord avec vous parce que moi je vais vous dire. Je ne dirais jamais que c'est l'islam qui. Non, mais on est dans un État islamiste, ça c'est pas possible. Non, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je veux vous dire, merci, c'est que la République dit qu'elle ne reconnaît pas les communautés. Mais en réalité, c'est faux.
Non, elle dit Elle pas qu'elle- reconnaît, bah si, Oui, la enfin, une est indivisible, il n'y a pas de communauté dans la République, Oui, c'est il y a une quasiment nation, l'article bah, premier. Oui, la Mais, Constitution, oui. mais je suis désolé, de plus en plus, Oui, elle dit- les représentants, on va dire les représentants si vous voulez, de la République parlent des communautés aux communautés, ne serait-ce que des communautés de genre, oui, c'est vrai. par Bah, d'ailleurs, exemple. les islamistes en ont profité. Hein. LGBT, quand Macron a ouvert un peu le marché LGBT, on va dire ça comme ça, Oui, et ben ça a été une nouvelle. pourquoi vous dites ça? Bon, pour rien. Voilà. Et il y a une nouvelle. Je sais pas On se qu'on demande, je me envoie pose un la question, ambassadeur Je me pose la LGBT question. au Cameroun, C'est c'est qu'on vrai. est ouvert à ça, non? Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc, et ben ça a été une possibilité de plus pour les islamistes de dire, bah voilà, regardez l'Occident, quoi. Regardez, c'est Aux une islamistes et aux dépravation. Russes. Oui, alors les Russes, je ne m'occupe pas des Russes, là, mais je m'occupe des islamistes. Et ça a été une influence, une possibilité de contester l'Occident en plus, en tout cas la France. Voilà. Alors- Et ça, c'est malheureux à dire, mais j'ai vu que sur les sites internet de certains islamistes, ils parlaient de ça. Ça leur a ouvert la voie. Une Alors, voie de plus. question d'auditrice, l'Occident se trouve dans un vide spirituel et l'on constate actuellement chez nous que cette religion musulmane propose des réponses. La solution de facilité consiste à accepter des réponses dans la vie de tous les jours permettant de retrouver un sentiment de solidarité. De plus, les notions de féminin et masculin étant bouleversées, ce cadre peut donner un sentiment de sécurité. Oui, mais elle a raison. Enfin, c'est une auditrice, oui, elle a parfaitement raison. Mais- La religion donne un cadre, mais c'est pas une religion, c'est Oui, une mais- idéologie politique. Oui, mais est-ce que la laïcité, justement, mais la laïcité- est un sort de cheval de Troie pour ces gens? Parce Mais que, oui, c'est ce que je vous ai dit depuis le mais début. parce que, regardez, la laïcité, c'est quand même... La laïcité, pour oui. les gens, je parle en 2026, je parle pas Oui. peut-être en 1905, Oui. vous voyez encore. Mais en 2026, en tout cas, c'est vu comme une anti-spiritualité. Non, mais c'est pas une anti-spiritualité. Chacun a la liberté de conscience et d'exprimer sa religion, mais chez soi, c'est tout. Pas Mais- dans les établissements publics, pas dans l'État, oui, mais etc. par exemple, en Angleterre, il n'y a pas la laïcité. Non, et mais il n'y a que la France, et là. pourtant, vous avez le droit d'exprimer votre Oui. religion, vous voulez. Oui. Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la laïcité, c'est ce qui empêche, par exemple, aux gens de pratiquer Noël. Vous êtes, par exemple, à Paris, vous vivez à Paris. Bon, et quand vous êtes le 25 décembre à Paris, vous avez l'impression d'être un 15 mars. Vous n'avez pas l'impression d'être un 25 décembre. Par exemple, les crèches de Noël en mairie, alors que j'ai Dans toujours connu ça. certaines Moi, je suis du mairies. 16e. Hein. Dans Moi, je suis... certaines maries. Moi, attendez, moi je suis du 16e, Oui, moi, je grave. vois la mairie du 16e arrondissement, aujourd'hui il n'y a pas de crèche. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a des bobos, pas des bobos, excusez-moi, des vieux 68ards qui vont... Il y en a encore? Il y en a encore, et qui vont, avec leur association de merde, excusez-moi, vous le couperez, faire des recours au tribunal administratif C'est ce que je vous ai pour dit. empêcher... C'est ce que je vous ai dit. Oui, mais ça c'est pas les islamistes, Oui, mais ça c'est même la même c'est la méthode. gauche. Oui, mais c'est les mêmes. Vous savez très bien que les islamistes, ils sont liés avec la gauche. Enfin, l'extrême gauche. Enfin, les socialistes, pas. Je parle pas de François Hollande, là. Je parle des écologistes, dont on ne sait même pas comment ils sont financés, d'ailleurs. ce que je veux vous dire, c'est que ces questions-là, qui empêchent la spiritualité, parce que la laïcité dorénavant est vue, peut-être pas en tant que juriste, je ne parle pas en tant que juriste, je parle dans les faits aujourd'hui en 2026. La laïcité aujourd'hui est vue comme un texte qui est contre toute forme de spiritualité. Et donc... Rien à voir. Ah, si. Non. Bah, écoutez... Ils vous empêchent pas de croire. Bah, la laïcité... Ils vous empêchent pas d'exercer, de faire tous les actes religieux que vous voulez. Bon, Ils vous disent, vous le gardez dans votre sphère privée. Oui, mais lorsque, Il par n'y a exemple... pas de problème Oui, avec mais les lorsque vous- catholiques. oui, Il n'y a mais pas de problème avec ah bon les juifs. Mais lorsque vous... Personne ne vous lors- impose lors- la Torah. Non, ou non, je parle pas voyez. de ça, je parle pas de ça. Mais on empêche, par exemple, de montrer des crèches devant les mairies, c'est fini ça. Cette époque-là, ou dans les écoles, par exemple. Moi, j'étais à l'école lycée La Fontaine. On avait la crèche, c'est à côté. Et hein. la crèche, elle C'est est pour Port vous. d'Auteuil. Enfin, elle n'est pas obligée d'être dans une mairie ou dans leur. C'est comme le voile dans une mairie. Hein. Oui, mais voyez ce que je veux dire. si on supprime la spiritualité, les gens vont Non, mais vouloir... vous supprimez pas la spiritualité. si. Les gens vont vouloir aller vers... Mais la crèche, vous l'installez chez vous. Vous n'avez pas besoin de l'installer à l'école. L'école, c'est un lieu neutre. Vous apprenez, vous faites de l'éducation. Enfin, je veux dire, vous apprenez à lire, Mais non, écrire parce et que compter. non, mais parce que la crèche, c'est pas que culturel, c'est aussi Non, mais culturel. oui, voilà, c'est culturel, d'accord.
Bon, C'est ce que oui, madame dit. Hein, ça, oui, non, mais je conteste pas ce que madame dit. c'est-à-dire Mais je que dis si que le vous principe de enlevez. laïcité, il est propre à la France, c'est vrai, parce qu'en Europe, l'Allemagne, tout ça, ça n'existe pas. Hein. Oui, voilà. L'Angleterre, l'Angleterre qui D'après vous, est plus dans pourquoi? l'Union européenne. Parce que ça, c'est l'histoire. Je ne connais pas l'origine. Parce que. En Europe, ça n'existe mais pas. parce C'est très difficile de faire passer une notion de laïcité Mais- en Europe, c'est sûr. Mais parce que la laïcité permet justement, parce que les islamistes utilisent cette laïcité, j'en suis sûr, en disant oui, mais regardez, à cause de la laïcité, vous pouvez pas pratiquer votre religion, c'est un anti-spiritualité, mais bien sûr. Non, mais Et ils sont donc du contre coup, les gens y l'Occident. croient. Hein. Mais ils sont contre c'est pas qu'ils sont contre la laïcité, ils sont contre l'Occident. Ils sont contre les valeurs occidentales. Oui, mais Voilà, point. ces Ils est-ce que disent, ces voilà, vous êtes islamistes, islamophobe. est-ce que ces Vous n'aimez islamistes, pas les musulmans. est-ce que ces islamistes arrivent à imposer ce qu'ils imposent de même manière en Allemagne, en Mais Italie? non, parce qu'il n'y a pas le principe de laïcité. Mais, Voilà. mais vous avez vu l'État en Allemagne. Non, mais alors je parle pas d'Italie, mais en Allemagne, vous avez vu le nombre d'islamistes. Ben, c'est bon. Vous avez vu le nombre d'islamistes au Danemark. Vous avez vu que Bruxelles est complètement inondée d'islamistes. Bruxelles? Oui. Non, ça, mais c'est il vrai, n'y a pas que Bruxelles. C'est vrai. Donc Ah, pour le coup, c'est vrai. heureusement qu'il y a un principe de laïcité, pardon. Mais heureusement. Pour vous, c'est quelque chose qui protège? Ah oui, c'est fondamental. C'est fondamental. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi nous, il n'y a que nous qui la pratiquons. Je ne sais pas pourquoi là, ailleurs, ils ne la pratiquent pas. Mais c'est fondamental. Ailleurs, c'est une horreur. J'ai pas fait une étude en Europe, en Suède, en Danemark, en Angleterre. Mais vous avez vu les manifestations en Angleterre? Enfin, je veux dire, et en Belgique, ils sont perdus. Surtout la Belgique. Je pensais pas que vous avez... Pour moi, ça protège pas. Mais bon, peut-être Ah que... non. C'est une valeur fondamentale constitutionnelle. Et là, c'est la juriste, évidemment, qui vous Ok. parle, qui protège. Ok. Et il faut la renforcer. Et il faut que l'État prenne ses responsabilités, surtout. Ce qu'ils ne font pas. Bonjour, madame, je pense que votre approche du problème est totalement inepte. Oh là là. Vous C'est voulez quoi, imposer à une fois des lois d'une république morte et vide de sens. Avec de tels arguments, vous ne convaincrez personne. La seule stratégie qui va est d'opposer à l'islam la foi de nos pères, le catholicisme, avec la certitude que nous nous opposons à la supercherie mahométane de la vraie foi. Pour l'instant, votre discours est inaudible. Bonjour, monsieur Borowski, pourriez-vous cesser de commencer vos questions par est-ce que? Ah oui, excusez-moi, cher auditeur. C'est vrai que à Radio Courtoisie, le français, c'est excessivement important. La langue française propose plus de 3000 verbes, vous avez le choix. Non, il a raison. Merci. Vous avez vu, même moi, je me fais attaquer. Il a raison. Donc, voilà, c'est ça. Alors on nous dit c'est inaudible. Pourquoi c'est inaudible? Mais parce que monsieur pense, Oui. à juste titre, que si la laïcité s'attaque au catholicisme, plus on s'attaque au catholicisme, c'est-à-dire la foi de nos pères, c'est ce qu'il dit, voilà, le catholicisme, plus vous aurez l'islam qui va remplacer le catholicisme. C'est ça en fait. Enfin, les C'est pour ça que je vous catholiques, dis ils ça. n'imposent pas par une idéologie. Enfin, les catholiques, à ce que je sache, ils n'imposent pas leur loi à tout le monde. C'est pas une idéologie. Comme ce que vont nous faire croire les islamistes. Là, il s'agit de politique, monsieur. Il ne s'agit pas de religion. On n'est pas sur le même terrain. Hein. Bonjour à vous et Virginie, merci à elle pour ses émissions musicales. Nini Vlam, bravo. Que pensez-vous de la double nationalité? Un Algérien vote 2 fois pour le président algérien et pour le président français. C'est un pouvoir énorme. Je n'ai qu'un bulletin de vote. Il a raison. On est en France, on vote en France. On est français, on n'est pas français. Je veux dire, c'est la nation. Enfin, je veux dire, on est en France, on vote en France. Et on lève le drapeau français, et on chante la Marseillaise. Et pas, on vote pas avec le drapeau algérien. Sur le périphérique, quand on gagne un match de foot. Je suis d'accord. Je vous soumets une réflexion dont nous ne pourrons pas y échapper. La voici. Beaucoup de Français de confession musulmane exercent des professions techno-manuelles. Imaginons que ces personnels retournent dans leur pays d'origine. Avons-nous le personnel français de souche capable de remplacer, d'assurer les métiers que ces maghrébins pratiquaient? Non, mais là, on confond deux choses. Là. On parle de maghrébins et du musulman et d'islamisme. On n'est pas contre les musulmans. Il y a des musulmans extrêmement intégrés. Les 3/4 peut-être. Je ne sais pas. Nous, on combat contre une idéologie politique qui veut renverser nos valeurs. On ne parle pas de maghrébins, là. Alors, cher monsieur, vos émissions, vos invités sont toujours intéressants, je vous en remercie. Pour ce qui concerne la justice pratiquée dans notre pays, outre les problèmes liés à l'immigration et à l'islam, nous subissons toujours, et ce depuis près de 60 ans, la harangue Bodo de 1968 qui pourrit tout. Qu'est-ce que c'est ça, la harangue Bodo? Je ne connais pas. Bon, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? Je suis désolé.
Peut-être qu'il faut préciser. Oui, préciser, tiens, Les renvoyer, 68 heures, non? renvoyer un C'est la gauche, message. c'est l'idéologie de gauche, non? Peut-être, je sais pas du tout. Tout ce laxisme des gouvernements européens vis-à-vis de l'islam radical, l'encouragement de l'immigration de masse en Europe, cela ne cacherait-il pas un grand remplacement voulu? Point d'interrogation. Ah oui, remplacer les musulmans par nos populations européennes, c'est ça? Non, un grand remplacement voulu, c'est-à-dire ouais, nos populations européennes par des par des genres de par des voilà. musulmans. Je ne sais pas si c'est voulu. Je ne sais pas s'il y a une volonté politique derrière. Il y a une trentaine d'années, il y a des émissions à Radio Courtoisie avec des problèmes juridiques où il est énoncé que le port du voile est le signe visible de l'avancée de l'islam en France. Et même certains États donnaient une prime financière à celles qui le portaient. C'est donc bien un signe politique Oui. et non religieux, c'est de l'entrisme politique et ils font un amalgame. Oui, c'est vrai que c'est de l'entrisme politique, c'est ce que je dis. Le fait de porter un vêtement, un hijab ou un vêtement religieux, c'est occuper l'espace public et c'est un signe politique. C'est dire, voilà, je veux imposer mon idéologie politique. Le vêtement, c'est pas un simple vêtement, c'est une idéologie. Hein. Pourquoi c'est une idéologie? Parce que c'est... Mais justement, comment vous arrivez à faire dire à une jeune fille, par exemple, qui vous dit non, mais c'est parce que moi j'entends souvent ça. Ah, c'est juste un bout de tissu et tout. Mais pas du tout, c'est pas un bout de tissu, parce que ça, c'est les pressions communautaires. Ou ceux qui vont vous dire, oui, mais vos grands-mères, oui, Brigitte Bardot. Juppé me l'avait dit, oui, on porte un voile comme ma grand-mère, oui. Ben voilà. Non, mais sauf que c'était juste un petit foulard. C'était un fichu. C'était un foulard, ce n'est pas un voile. Un voile, c'est un signe, c'est un vêtement politique. Et je ne sais même pas, et je ne crois pas que la charia l'impose en plus. Elle l'impose pas? Pas la charia, mais le Coran. Ça n'impose pas le voile? Normalement, pas nécessairement. La Mecque, elle ne porte pas le voile, par exemple. C'est Fiammetta Vénère. Est-ce que vous avez lu le Coran pour... Non, pas tout. Quelques versets, mais pas tout. D'accord. Pas tout. Alors, le prophète disait qu'il faut effectivement aller faire de la propagande, donc faire la guerre. La propagande, donc c'est l'influence. Et me semble-t-il, il fallait aussi porter le voile. Les femmes doivent être vêtues d'un voile. La finance... Je retrouverai la sonate. La finance internationale doit absolument métisser les peuples pour les sortir de l'histoire, les manipuler pour éviter toute révolution contre elle-même. Toutes vos discussions ne sont-elles pas un écran de fumée pour camoufler cette vérité? Je ne fais pas d'écran de fumée. Moi, je me bats comme je peux. Je vais au tribunal contrer... Enfin, je veux dire, j'ai des actions concrètes. Je n'ai pas l'impression... J'ai pas l'impression de faire de l'écran de fumée. Enfin, si c'est moi dont il s'agit ou... Mais non. Depuis 50 ans, les cerveaux ont changé du fait de l'influence des médias, des réseaux sociaux, des traitements médicaux, etc. Les gens cherchent aujourd'hui le confort mental. Ce que vous décrivez si bien ne s'appelle-t-il pas les submersions migratoires dont Jean-Marie Le Pen parlait il y a 30 ans? Quand on voit que la vérité sur le couple Macron n'a même pas le droit d'être dite, n'êtes-vous pas optimiste sur le courage des élus? Ah non, mais j'ai jamais dit qu'ils étaient courageux, les élus. Il y a certains élus qui sont courageux, mais il y a des pressions qui font que les élus cèdent. Est-ce que ça passe d'abord par l'élu local? Parce que l'élu local, c'est celui qui est le plus proche, des administrés. Mais bien sûr que ça passe par l'élu local. Bien sûr, par l'élu local, après par le député, par le sénateur, bien sûr. Ça passe par tous ces gens-là, par tous ces élus-là. Juifs et Arabes qui sont des sémites se livrent une guerre depuis que Sarah a mis Agar, l'Égyptienne, dans le lit d'Abraham. Cette histoire fait qu'ils veulent nous entraîner dans une guerre qui les concerne eux, mais pas nous. De Gaulle disait, nous sommes, nous sommes culture gréco-latine, religion catholique. Et donc voilà, c'est un commentaire d'un auditeur. D'accord. Je lis tous les commentaires d'auditeurs parce que voilà, ils nous financent et donc mais vous avez bien raison. Je me dois de les lire, surtout quand ils appellent. Et là non, mais ils appelaient. Pas dit, fallait pas répondre. Et là ils appelaient. Mais c'est pas faux ce qu'il dit. Vous voulez bien relire? Parce qu'il y a eu plusieurs idées en même temps. Non, mettons ça de côté. Mais en effet. C'est là où c'est important, c'est que on ne se rend pas compte en voyant seulement que le côté un peu immergé de l'iceberg. Moi, je vais vous dire, j'ai vraiment très très peur. Je vous le dis sincèrement, moi je vois ce livre comme un peu une forme d'appel au secours. qu'en fait,
c'est perdu, que la bataille est perdue. La bataille n'est jamais perdue. Qu'est-ce qui vous Mais rend parce que moi, optimiste? mais c'est pas que je suis optimiste, c'est que moi, je suis une combattante. Donc, je me battrai jusqu'au Oui, mais bout. combien de femmes comme vous? Ah ben, je sais pas, Cher Manon. j'ai pas compté, mais il y en a. Toutes les personnes déjà que j'ai interrogées, Est-ce que j'ai que, par auditionnées, exemple- il y a des courageux. Après, Mais- il y a beaucoup de gens qui ont peur parce qu'ils sont Mais menacés, parce regardez, qu'ils osent prenons pas, les parce que- féministes. Prenons les Oui, féministes. féministes. Oui, mais oui, mais c'est important, Oui, les bah, je suis féministes. d'accord, bah, elles ont renversé. Elles ont pignon sur rue, Oui. elles n'en parlent pas. Mais oui, je suis d'accord. Si, Caroline Forest en parle. C'est Oui, mais une féministe. Caroline Forest n'est pas audible. Excusez-moi. Bah, elle ouais, est peut-être seule, mais elle est. En tout cas, Caroline elle l'a Forest, dit. elle parle juste franc-tireur, c'est quoi? C'est 5000 tirages par mois, c'est rien du tout. D'accord, Donc, mais c'est une féministe. oui, mais c'est une fille. Ouais. Ah, effectivement, les féministes avec Gisèle Halimi en 89, elles disaient que le voile, c'était le contraire de l'émancipation des femmes. Maintenant, elles disent que c'est le voile, c'est l'émancipation des Ben oui. femmes. Vous vous rendez compte de ce retournement d'idéologie? En combien de temps? En 89, c'était Gisèle Halimi, on est en 2026. Vous vous rendez compte? Ah, ok. En 1968, Oui. la Harang Boudot, Oui. un membre du syndicat de la magistrature en 68, a écrit un texte ouvertement idéologique. La doctrine qu'il expose continue d'imprégner les ministres venus de la gauche. Certainement. Ça, faut en parler du syndicat de la magistrature. On Excusez-moi. le sait, mais ils sont très peu, en fait. Oui, mais attendez, Ils sont pas très si peu. peu. Ils représentent quoi? C'est un syndicat minoritaire. Et Mais- puis, non mais, Non, je vous mais le dis, dans le le syndicat syndicat- des magistratures, il fait beaucoup de bruit, mais c'est un syndicat minoritaire. Ils disent soyez partiaux, examinez toujours où sont le fort et le faible qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, Oui, c'est ce pour qui se- l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour le plaideur contre la justice. C'est quoi le plaideur contre la justice? Bon, je sais pas, C'est une mais affaire privée. peut-être sûrement. Alors c'est vrai qu'au Conseil des prud'hommes, les employés gagnent, les salariés gagnent plus souvent que les employeurs. Oui, mais Ça, ce peux que dire, il y je a veux une dire, c'est protection que du plus faible. C'est ça que vous voulez dire? si vous avez un... Oui. Mais Mais j'imagine... tous les magistrats ne sont pas au syndicat de la magistrature, Oui, d'accord, heureusement. d'accord. Mais ce monsieur en 68, j'imagine Non, mais- qu'il a imprégné la tête des magistrats. Et Oui, mais- lorsque ce gars-là en 68 a parlé, il devait être quelqu'un, il devait être excessivement important. Et j'imagine que dans leurs écoles, dans les facultés, etc. Moi, je connais un peu la faculté pour le coup. J'étais à Paris 2. J'ai fait 6 ans là-bas, j'étais syndicaliste étudiant, j'ai été membre du conseil d'administration de Paris 2 Assas, donc je le connais très bien. Et contrairement à ce qu'on pense, Assas c'était pas la droite, c'était plutôt la gauche parce qu'on perdait toutes les élections. Voilà, faut dire les choses. Et donc, j'ai vu d'ailleurs la justice, c'est que des femmes. Excusez-moi. Oui, mais il y a une population féminine plus importante que celle des hommes. Non, mais c'est 90% des femmes, la Oui, justice. mais Bon, la population mais- française, c'est mais- 52% de femmes Oui, mais pas, que des hommes. oui, mais pas Non, mais 90%. je vous disais, non, mais vous D'accord. avez raison, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, mais D'accord. d'accord. Mais Déjà. on sait très bien quelle est leur vision idéologique. À gauche, en plus, la justice, c'est très à gauche. C'est aussi franc-mac, mais bon, ça, c'est autre chose. Et donc, du coup, j'imagine que pour la gauche, le prolétariat, c'est Enfin, l'immigration. Est-ce qu'il en reste? Non, mais oui, mais la gauche, c'est pas que la gauche marxiste. C'est la gauche Oui. progressiste, etc. Oui. Pour ces gens, l'immigration, c'est le prolétariat. Voilà. Mais c'est sûr que Et si donc, vous allez... pour eux, l'ouvrier contre le patron. Mais c'est vrai que dans si leur vous tête, allez au c'est eux, quoi. PNF, c'est des mecs de gauche, on le sait ça. Oui, mais quand Boudot Mais- dit ça, ça veut dire que le juge. Oui, eh mais ben, pas tous. Vous ne pouvez pas dire que tous les magistrats de France sont ultra Non. de gauche, c'est pas vrai. Je dis pas qu'ils C'est sont pas tous vrai, de mais gauche. c'est vrai qu'il y a une tendance, on sait très bien que les magistrats sont plutôt de gauche. Il y en a, mais j'en connais à droite. Écoutez, Je connais les avocats généraux qui sont à droite. j'étais sur la commission de l'ordonnance 45 à Madame Dati, garde des Sceaux, à l'époque, en 2008. À l'époque, 100 000 peines de prison par an en 2008 n'étaient pas effectuées. Voilà, déjà, première des choses. Madame Dati a imposé la loi du fait que sous les 2 ans de prison, vous effectuez quasiment pas la prison. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. C'est toujours le cas. Hein. Voilà, c'est toujours le cas et ça va pas changer. Ça va même Les bracelets, augmenter. vous aménagez les peines. Voilà, Moins ils de vont 2 même- ans, hein, vous voilà. aménagez les peines. Ils vont même aménager de plus en plus parce que visiblement, comme ils ne veulent pas de construire de prison, et donc Ouais. du coup, ils vont sortir de plus en plus de gens.
Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont sortir des types. On sait très bien que l'islamisme est dans les prisons. Ah oui, mais alors ça, on ne l'a pas étudié, ça sera aussi un projet. Parce que ça, il faut y aller, parce que alors là, ils se radicalisent. Voilà, donc si vous sortez, si en plus vous sortez, paraît-il, avec le nouveau dispositif Darmanin, 6000 prisonniers de plus, j'imagine parmi les 6000, il y aura bien la moitié d'islamistes, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais ils ne vont pas sortir les islamistes. Enfin, je veux dire, après la radicalisation, vous n'en savez pas? Il y a des référents laïcité. Vous ne savez pas? Parce que c'est lié au nombre, aux années de peine qui restent, etc. Donc, vous ne savez pas. Vous avez des remises de peine. Mais voilà. Donc, oui, c'est possible. Donc moi, je me pose la question, est-ce que le combat, en réalité... mais le combat, il est difficile. Parce qu'on a en plus un ennemi, c'est quasiment l'État. L'État est quasiment ennemi. L'État est quasiment votre ennemi à vous aussi. Hein. En agissant de la sorte, il est votre ennemi. Eh oui. Donc du coup... En agissant de la sorte, après dire que c'est conscient, il y a une volonté politique. Non, mais je dis pas qu'il y a une volonté politique d'avoir des islamistes. Mais, je pense pas. Mais la conséquence, c'est que l'action de l'État fait qu'il y a. C'est les défaillances de l'État, c'est la peur de l'État, c'est le laisser-faire de l'État, c'est la banalisation. Finalement, ok, on voit des nanas voilées, mais c'est tellement banal. Pourquoi ça nous gênerait? Voilà, enfin, je veux dire, l'État ne fait rien, c'est sûr. Vous pensez qu'ils vont courir, mettre des amendes à toutes les femmes voilées ou en niqab en voiture? Enfin, je veux dire, comment on contrôle tout ça aussi? Mais comment ils faisaient... Comment on contrôle les associations, par exemple, à qui on donne une subvention qui va aux frères musulmans? Et pourquoi on va donner des subventions d'associations? Je comprends pourquoi on va donner... Vous savez combien ça coûte des subventions en général? Ça coûte 40 milliards par an. Oui, non mais d'accord. Vous imaginez? Pourquoi? Je sais pas, on est dans un pays... Le principe, c'est d'arrêter la source de financement à des associations qui prônent les frères musulmans ou l'islamisme radical, point. Et ça demande un contrôle très sévère des associations. Mais vous les connaissez, les gens qui contrôlent? Non, je connais. Il y en a. Vous voyez comment ils travaillent, tous ces types de la fonction publique? Non, mais c'est ce que je vous dis. Il y a des défaillances de l'État. Ils font un contrôle très strict. D'ailleurs, on a interrogé Lydia Guirous, qui nous a dit il y a des dispositifs ça commande beaucoup, énormes. En tout cas. Hein. Il y a des dispositifs énormes. Lydia Guirous, qui était sous-préfète à la déléguée. Qui a été virée. Je ne sais pas si elle a été virée, mais elle est partie, je ne sais pas. C'est un témoin, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et elle nous disait qu'il y avait en fait, il y avait des fléchages de subventions pour les jeunes, enfin pour des jeunes radicalisés, et qu'on ne savait jamais, on ne connaissait pas le résultat. On ne savait pas combien de jeunes sortaient de là. Parce qu'en fait, il y a un total, il y a une absence de contrôle et d'indicateurs de résultats. Alors, commentaire d'auditeur, il nous reste que 10 minutes, c'est passé vite. Hein. Bah oui, c'est passionnant. Bonjour, merci pour votre combat. Et l'issue, en ce qui me concerne, c'est de dire que l'islam n'a pas sa place en France. En 1962, les Européens reviennent de France après l'abandon du département français en Algérie, ce qui est vrai. Et en 68, De Gaulle reprend une immigration massive algérienne. Giscard d'Estaing, regroupement familial. Honte à eux des traites aux Français. Bon, ok, mais ce qui est vrai. Il y a quand même des Français qui qui sont radicalisés. Hein. C'est vrai. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Et qui pratiquent une assimilation à l'envers. Combien il y en a qui sont partis au djihad en Syrie? Combien il y a d'enfants qui sont nés là-bas, qui sont revenus, des mineurs isolés, qui sont des radicalisés, dont on ne sait pas quoi faire? Bonjour à tous et bravo pour le courage de votre invité. L'exhibition religieuse dans la rue, à l'école, a commencé avec certains Israélites qui parfois venaient en cours avec la calotte, et j'ai même vu d'enseignants qui la portaient. J'ai parlé des années 80, les enseignants ou élèves concernés refusaient des emplois du temps le vendredi après-midi ou le samedi. Un tel comportement a préparé, à mon sens, la voie aux islamistes. Je ne sais pas s'il y a un lien. Est-ce que eux se sont pas dit des juifs qui se promènent en faisant pas le cours vendredi après-midi, qu'ils se sont dit on va faire comme eux? Mais non, mais les frères musulmans étaient interdits chez eux en 1928. Ils se sont dit on va partir on va partir en Europe. Quel est le rapport avec les juifs là pour le coup? C'est une question d'auditeur. Ouais. Moi je pense pas qu'il n'y a pas de lien. Il dit peut-être que ils ont voulu prendre l'exemple. Mais c'est pas l'exemple. Les Juifs n'ont jamais voulu imposer leurs valeurs, leur religion. Et puis c'est une religion, c'est pas une idéologie. Ça n'a rien à voir. Eux, ils veulent prendre nos principes et imposer la leur. Ça n'a rien à voir.
comme vous avez raison, ne peut-on jouer sur la double nationalité en ce sens que cela donne un double droit à ceux qui la possèdent, ils votent deux fois de deux façons, tirent des avantages des deux pays, et il y a donc inégalité entre les personnes. Ne pourrait-on prévoir à ce propos une loi qui supprime la double nationalité au titre qu'elle n'est pas correspondante? Liberté, égalité, fraternité, encore du travail pour les juristes. Oui, il faut y réfléchir. Comme le droit du sol, c'est vrai que c'est des questions qui sont liées. C'est vrai que le double vote, moi, ça me gêne un peu. Je veux dire, on peut pas voter deux fois. On vote pour là où on a des intérêts. Enfin, je veux dire, là, je fais de la fiscalité, mais on a une domiciliation, des intérêts économiques, un foyer fiscal, et ben on vote là. On vote pas dans son autre pays. Bon, sauf si vous êtes américain, vous êtes obligé Oui, de, parce de que payer... oui, parce que vous êtes obligé, c'est quand parce que même c'est le revenu mondial, mais c'est une exception les États-Unis. Alors l'islamisme, c'est l'idéologie d'Hitler pendant le Troisième Reich. vrai. Il était très ami avec le grand C'est vrai. moufti de C'est Jérusalem. vrai. Il faut sortir de l'Union européenne. C'est Madame von der Leyen qui commande. Ah oui, mais c'est des nazis, hein, les islamistes. On sait très bien qu'il y avait des liens vous avez parfaitement raison. Il y avait des liens entre le grand moufti. Et donc du coup, et les conséquences et seront les celles du nazis. Troisième Reich alors. En tout cas, c'est des nazis. Enfin, je veux dire, ils fonctionnent comme ça. D'ailleurs, les auteurs l'ont très bien dit. Il y a des liens entre eux. Bien sûr, ils fonctionnent pareil. Ils ont la même propagande. Il y a des liens très forts. Il y a des liens très forts. Il y a une identité. Il y a une identité commune. Et il y a un combat commun. Lequel? C'est de prendre le pouvoir finalement et d'imposer peut-être sa propre logique raciale. Est-ce que Enfin, c'est in pas une race, c'est fine, faux ce que je dis, mais c'est est-ce que in fine, sa politique de. est-ce que in Les fine, islamistes c'est sont d'avoir contre un Israël. président de la République? Mais vous voulez changer les institutions? Non, oui, peut-être. Est-ce que, in fine, leur boulot, voilà, c'est de pouvoir, dans 10, 15, 20, 30 ans, j'en sais rien, par la migration, Ah, mais c'est sûr, c'est ils d'avoir, rentrent, ils ont c'est des élus. d'avoir je sais pas moi, je sais pas moi, un président de la République. Mais bien sûr, ils veulent des élus. Ils ont déjà des élus. Vous n'avez pas vu les dernières élections municipales? Je pense que vous avez suivi de très près, mais ils ont Oui. des conseillers municipaux qui vont donner J'habite lieu à Saint-Ouen, j'habite. Voilà, vous connaissez. Voilà. Non, mais il n'y a pas mon que maire, Saint-Ouen. C'est-à-dire que Karim Bora, enfin, je ne sais pas combien il y a de. Donc il n'est pas très islamiste, lui. Non, il n'est pas islamiste, hein, pas du tout. Au contraire. Mais il y a beaucoup de villes où il y a des conseillers municipaux LFI, donc apparentés à mon avis islamistes, puisque ils sont alliés, c'est des alliés hein, politiquement, qui sont rentrés dans les conseils municipaux. Ce sont des grands électeurs, je vous le rappelle, qui vont élire des sénateurs. Donc ils sont déjà rentrés dans les institutions. C'est bien ce qu'on regrette d'ailleurs. Ils sont infiltrés dans les institutions, pas que là. Mais Alors quand vous me dites un président de la République, on en est loin. Mais vous pensez qu'on en est si loin que ça? ils peuvent être Si Mélenchon gagne, parce que LFI, mais il va pas gagner. qu'est-ce qui vous Il va fait dire qu'il gagner. gagnera pas? Je pense qu'il gagnera pas. Moi, je suis pas aussi sûr que vous, hein. Parce que déjà, Mais ça sera terrible. parce Ça que sera terrible. Monsieur Mélenchon, excusez-moi, mais les journalistes, je connais Oui, il y quelques-uns, a la presse avec ils lui. sont vachement plus. Si demain il y a Bardella contre Mélenchon, les journalistes, ils vont pas de l'arc républicain contre Mélenchon. Hein. Non, mais l'arc républicain, ça y est, c'est terminé. Là. Je crois pas. Hein. Vous croyez que vous êtes si sûr? Je veux dire, vous avez vu la dissolution, le Rassemblement national qui aurait dû avoir 250 députés n'en a eu que 150. Bien sûr. Non, mais ça, j'ai bien vu que le Front républicain, ça avait fonctionné. Et avec Monsieur Gabriel Attal, qui est pour ce fameux Front républicain, par exemple, ou d'autres. Il a fait voter LFI, donc oui, voilà. Effectivement. Non, mais ça, c'est une grave erreur. Grave erreur. Donc du coup, Monsieur Mélenchon peut très bien devenir président de la République. Ah non, ça vous... Non, je ne le vois pas du tout président de la République. Mais s'il devient président de la République... Ah ben c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passerait d'après vous? 60% d'impôts. Indépendamment des impôts, parce que c'est déjà le cas. C'est la porte ouverte au type de Saint-Ouen, là. Vous verrez. Les élus voilés, l'islamisme complètement accepté partout, ils auront gagné. Donc là, déjà, il faut se battre sur ces élections, alors. Mais il faut éviter à tout prix que l'extrême gauche passe. Mais moi, à mon avis, elle n'est pas suffisamment puissante pour passer. Bah écoutez, Mélenchon, c'est un type qui fait 20% aux élections quoi qu'il arrive. Moi, je vois... un peu moins maintenant. Enfin, quoique dans les municipalités, il a pris. Hein. Hormis le Rassemblement national, je vois pas quel est le gars qui fait autant que Mélenchon. Je vois pas.
Et moi, je vous dis, face au Rassemblement national, les journalistes seront pour Mélenchon. Et comme les gens, ils sont ultra influençables par les grands médias, ils sont très influençables, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les gens vont voter, ils peuvent voter Mélenchon, hein, excusez-moi. Hein. Puis Mélenchon, en campagne, il est très bon, hein, pour le coup. Non, mais il a beau être très bon, je pense qu'il ne sera pas président de la République. Félicitations, tiens, je me lis quand même un truc en ma faveur, donc voilà, excusez-moi, je le fais. Je vous en prie. Félicitations, Mike Borowski, pour avoir dit que l'État est contre nous. Y a-t-il une seule loi qui favorise les petits blancs? Je crois pas. Bonjour, seule la religion catholique a permis de par l'espace de liberté dégagé par les luttes entre augutinisme d'État et césaropapisme, le développement technique de notre époque, alors que l'islam est une religion magique au sens qu'Oswald Spengler donne à ce concept et ne permet aucune discussion concernant ses dogmes. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de discussion dans l'islamisme. Pas des discussions aussi, vous avez des interprétations du Coran, mais il n'y a pas de discussion. De toute façon, ils veulent imposer leur idéologie. Donc, il n'y a pas de discussion. C'est eux ou nous, finalement. Manon Sierratsek, Thierry Froment, l'empire invisible au cœur des mécanismes de l'islam radical, hors cadre, aux éditions hors cadre. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre? Partout. À la FNAC, à Auchan. Il n'est pas censuré? Non, il n'est pas censuré. Il ne manquerait plus que ça. C'est possible, hein. Surtout dans les endroits comme la FNAC. Des recours. Non, je crois qu'il est vendu sur Amazon. D'accord. Oui. Et donc bientôt aussi. Sauf après votre émission, peut-être qu'il sera censuré, je ne sais pas. Non, mais non. C'est jamais. Mais non. En tout cas, il ne faut pas faire d'amalgame avec les musulmans. Attention à ça. C'est de la facilité. C'est trop facile. C'est trop facile. On fait pas d'amalgame, vous inquiétez pas. Musulmans qui sont contre les islamistes. Attention. Donc, Maillard Monchipour. Maillard Monchipour. Allez-y, lisez ce livre, achetez-le. Il y a même un chèque qui Est-ce que c'est le gars qu'on voit chez... parce que non, pas du tout, c'est pas Chalgoumi. Non, pas lui, mais c'est celui qu'on voit à CNews des fois là. Non, pas du tout. Non, c'est pas lui. Non. Et lui qui est pour un islam apaisé, il lutte contre l'islamisme. Il vient de se faire licencier d'ailleurs. Vous voyez qu'eux-mêmes, ils sont victimes. Hein. Merci à vous, cher Manon Laporte. Voilà, l'empire invisible au cœur des mécanismes de l'islam radical aux éditions hors cadre. Passez une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Allez, salut, ciao.